À une époque où le secteur des jeux vidéo est au point mort, le marché des consoles était quasiment nul aux États-Unis. Personne n'achetait de consoles ni de jeux vidéo. une entreprise inconnue fait un pari risqué. Nintendo était méconnu. Les présentateurs télé prononçaient mal le nom. Ils n'arrivaient tout simplement pas à le dire. Voici l'histoire de la renaissance de l'industrie du jeu vidéo. Nous avons fait renaître à nous seuls une industrie qui était morte. D'un coup, un nouveau venu japonais débarque et sort une nouvelle console en disant à tout le monde « Et si on se remettait à jouer ?» La console NES a complètement ressuscité une industrie qui était morte. Elle lui a insufflé de la vie, elle a fait retrouver aux enfants le goût des jeux vidéo. Voici la NES. Alors que le disco vit ses dernières heures et que Jimmy Carter perd l'élection présidentielle face à un acteur hollywoodien nommé Ronald Reagan, la flamme de l'Amérique pour les jeux vidéo s'éteint. Au début des années 80, le marché des jeux pour consoles de salon s'est écroulé aux États-Unis. Le marché des consoles était quasiment nul aux États-Unis. C'était après l'effondrement d'Atari. Alors, les joueurs ont fait un pas en arrière. Ils ont ouvert la porte et sont sortis au soleil. Pendant un moment, ils ont fait autre chose. Personne n'achetait de console ni de jeux vidéo. C'était dû en grande partie au fait qu'ils s'étaient lassés des jeux. Leur qualité n'était pas suffisante pour donner aux joueurs l'envie de continuer. On en parle généralement comme de la débâcle d'Atari. Le secteur des jeux vidéo était largement dominé par Atari, mais l'entreprise s'est complètement effondrée. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Au Japon, en revanche, l'industrie se porte très bien, et ce en partie grâce à une entreprise appelée Nintendo. Nintendo a 150 ans. L'entreprise a commencé dans la vente des cartes à jouer. Le groupe était très diversifié. Il gérait entre autres des love hotels. Sans vouloir entrer dans le détail, ces hôtels étaient très rentables parce que les chambres pouvaient être louées 5 ou 6 fois dans une nuit. Et cette activité s'est arrêtée, mais il en avait beaucoup d'autres. On visait aussi les particuliers avec les jeux électroniques Game & Watch. En fait, on était présent sur le marché des consoles portables avant d'investir dans les consoles de salon. Ensuite, ils se sont essayés aux jeux sur borne d'arcade. Leurs premières tentatives n'ont pas été très concluantes. Ils ont fait un jeu, Sheriff, qui n'était pas trop mauvais. Ils ont créé Radarscope, un jeu qui a plutôt bien marché au Japon, mais pas aux États-Unis. Au Japon, Nintendo remporte son plus beau succès avec la Famicom, une console de jeu unique développée par Masayuki Uemura. Au départ, c'était Family Computer. C'est comme ça qu'ils l'ont lancé à l'origine. Ensuite, ils l'ont raccourci en Famicom. La Famicom a été commercialisée en 83. Son lancement a été une très grande réussite. L'effondrement du marché des jeux pour consoles de salon était vraiment propre aux États-Unis. Le Japon ne l'a pas connu. C'était une minuscule console 8 bits. Rouge et blanche. Elle avait une allure assez drôle. Toute petite, à peu près grande comme ça, mais les jeux qui se jouaient dessus étaient vraiment très sympas. La console a été bien accueillie en raison du graphisme amélioré du produit. Et aussi parce que les jeux qui allaient avec étaient vraiment très bons. Alors les ventes ont décollé. Le succès a été incroyable. Nintendo prend la décision risquée de lancer la Famicom aux États-Unis au pire moment qui soit. L'industrie du jeu était en pleine tourmente. Tout d'un coup, un nouveau venu japonais débarque et sort une nouvelle console en disant à tout le monde « Et si on se remettait à jouer ?» Mais la Famicom va d'abord devoir être adaptée au marché américain.
Elle ne correspondait pas au style américain. Elle avait une esthétique assez enfantine, et puis on ne voulait pas simplement d'une nouvelle plateforme de jeu. Et tous les distributeurs nous disaient encore, mais ça a déjà été fait, on vient d'en sortir, pourquoi le refaire? Il fallait imaginer quelque chose de plus américain et de plus attractif. Nos concepteurs ici à Nintendo of America ont pensé qu'il fallait lui donner une apparence un peu plus high-tech. Nintendo of America transforme la Famicom en un nouvel objet appelé Advanced Video System. Il comprenait un synthétiseur et un clavier. La console en elle-même était très plate et élégante, grise et blanche. L'Advanced Video System était vraiment ultra plate. Elle faisait à peu près ça d'épaisseur et les cartouches se chargeaient sur le dessus. On l'a donc présenté au salon Consumer Electronics Show. Les réactions des distributeurs ont été très négatives. Personne n'en voulait. Personne ne voulait y toucher. Personne n'était intéressé parce que c'était une console de salon. Quand on est revenu du salon, notre président, M. Arakawa, nous a fait venir avec les concepteurs et nous a dit « Voilà la forme de ce que nous voulons produire ici, la NES. Est-ce que vous pouvez en faire un bel objet? Vous avez 1 heure pour ça. » Alors on est retourné à nos tables à dessin. On était assez énervés parce qu'on avait passé un temps fou sur l'autre design. Et en 1 heure, on a imaginé ce gris et cette bande plus claire sur le dessus. On lui a présenté et boum, c'était ça. On a abandonné les 2 claviers, il y avait un lecteur de disquette et ça aussi, ça a disparu. Il ne restait plus que les 2 contrôleurs et le boîtier. L'insertion de la cartouche dans une fente en façade n'est pas la seule caractéristique qui distingue cette console des autres. Il y avait ces contrôleurs bizarres avec un contrôleur multidirectionnel en forme de croix. J'étais un peu perdu parce que jusque-là, j'avais l'habitude d'utiliser des manettes pour jouer et 2 boutons rouges. Ça me faisait bizarre, mais finalement, on s'est dit, c'est pratique et ça marche bien. Le groupe japonais approche ensuite Atari pour lui proposer un partenariat. Le marché qu'on leur a proposé était de leur vendre le produit sur la base d'une licence OEM, en donnant à Atari la possibilité de le distribuer non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. On savait qu'Atari était synonyme de jeux vidéo, alors que Nintendo n'était absolument pas connu par le consommateur moyen. Mais Atari décline l'offre. Nintendo décide de se lancer seul. Au début des années 80, Monsieur Yamauchi était le président de Nintendo Company Limited, l'entreprise mère de Nintendo. Il a donné à Nintendo of America l'occasion de voir si nous pouvions lancer ce modèle de console de salon. Nous pensions tester le produit sur une zone restreinte et nous le lui avons expliqué au cours d'une réunion début 85. Il a levé les mains et a dit « Non, le marché test sera New York. Si vous réussissez à New York, vous réussirez partout. Si vous échouez, vous échouez. Et on s'arrêtera là. » Les perspectives pour la Nintendo Entertainment System, ou NES, sont mauvaises. Nous avons décidé de présenter la NES à une réunion de consommateurs et la réaction des gamins était totalement négative. C'était incroyable. Pour les experts, la meilleure chose à faire, au vu de ces résultats, c'était de ne pas commercialiser le produit. Selon eux, il allait recevoir un accueil défavorable, il serait rejeté. Mais Nintendo ne se laisse pas démonter. Après avoir fait quelques ajouts à la NES pour la démarquer des consoles de jeux traditionnelles, la firme japonaise est prête à se jeter à l'eau. Au début de l'année 85, les ingénieurs de Nintendo Company Limited ont conçu le robot Rob, qui a été intégré au système de la NES. Alors, quand on est allé voir les distributeurs, on leur a expliqué que ce n'était pas une console comme celle d'Atari. Il y avait le robot Rob avec. On en a fait un outil de divertissement. Il y avait aussi le zapper et combiné à ce genre d'accessoires, ça devenait plus qu'une simple console de jeu. Pour séduire les distributeurs, Nintendo leur propose un scénario gagnant-gagnant. Prenez-en quelques pièces et exposez-les en magasin et vous n'aurez pas à les payer avant la fin de l'année. Et ce n'est pas tout. Nintendo leur offre de racheter toutes leurs NES invendues. Le 18 octobre 1985, Nintendo fait le grand plongeon et lance la NES dans quelques boutiques ciblées à New York. Désormais, le destin de ce petit boîtier gris est entre les mains de la grande pomme.
En 1985, beaucoup pensent qu'il est suicidaire de la part de Nintendo de s'attaquer au marché des consoles de jeux. 50 000 pièces sont expédiées dans les magasins de New York. C'était une partie difficile à jouer que d'entrer sur le marché avec la NES en 85. Nintendo était méconnu. Je me rappelle même avoir entendu des présentateurs télé ou rencontré des gens qui prononçaient mal le nom Nintendo. Ils n'arrivaient pas à le dire. Mais l'apparence unique de l'objet et l'importante série de jeux captent l'attention du public. Quand j'ai vu la NES pour la première fois, je me suis dit « Waouh, c'est futuriste !» Il y a un robot qui va avec, et avec ce couvercle qui s'ouvre sur le dessus, on dirait qu'elle sort du futur, c'est incroyable. Pour un fan comme moi de l'Atari 800, de la ColecoVision, de l'Intellivision ou de l'Atari 2600, la NES était assez spectaculaire au niveau de ses capacités. Et une version domestique de Super Mario Bros. Par Shigeru Miyamoto, le créateur de Donkey Kong, fait de la NES un investissement indispensable pour les joueurs. Miyamoto est l'une des rares personnes qui ait apporté quelque chose de nouveau dans l'univers du jeu. Avec ses personnages légendaires, il a introduit un nouveau concept dans les jeux vidéo. Je cherchais un jeu pas trop cher pour ColecoVision et tout d'un coup je vois Super Mario Bros. Je n'arrêtais pas d'y jouer aux arcades, j'avais l'impression d'halluciner. Alors je fais le tour et là je tombe sur la NES à 50 €. Avec Super Mario Bros. Inclus. C'était le jackpot, achat immédiat. Super Mario Bros. Était et reste l'un des meilleurs jeux vidéo jamais conçus. Il montre à quel point Nintendo était en avance sur tous les autres. C'est vrai, Mario était le premier jeu à avoir un tel succès partout dans le monde. Il a généré énormément de fans dans le monde entier. C'est pour ça qu'il aura toujours une place à part pour moi. Nous n'avons pas vendu les 50 000 pièces, mais le succès a été suffisant pour que Toys R Us et d'autres distributeurs nous suggèrent d'élargir la vente à d'autres marchés en 86. Au début de l'année 86, nous avons pris la décision, en nous fondant sur le succès de la NES à New York, de la commercialiser dans tout le pays. Et fin 1986, les ventes avaient décollé de manière étonnante. À Noël 87, des millions de personnes en avaient acheté dans le monde entier. Plusieurs jeux avaient atteint le million d'exemplaires vendus. Il était clair que l'industrie était de retour et bien vivante. La NES a marché parce qu'elle avait des jeux du tonnerre. Metroid. Et plus tard, bien sûr, la légende de Zelda. En 1987, Nintendo a vendu 5,4 millions de NES. La gamme de jeux de la Nintendo est aussi enrichie par un certain nombre de jeux d'éditeurs indépendants. On est allé voir un certain nombre d'éditeurs de logiciels aux États-Unis comme au Japon, et on a réussi à en convaincre 4 ou 5 de travailler avec nous. Data East, Capcom, Bandai. Pour être sûr de ne pas répéter les erreurs du passé, Nintendo instaure un système spécifique pour les concepteurs qui souhaitent créer des jeux pour la NES. On a étudié de très près la débâcle d'Atari. Et l'une des raisons de leur échec, c'est qu'ils n'ont pas réussi à maintenir un contrôle de la qualité des logiciels utilisés sur leur matériel. Si d'autres lançaient des jeux pour la NES, on voulait s'assurer qu'ils le fassent sous un système de licence qui permettrait à Nintendo de contrôler leur qualité. Les jeux pour la NES conçus par des éditeurs indépendants se voient attribuer le sceau officiel de Nintendo une fois approuvé. Mais ce système est aussi source de grandes batailles juridiques. En 1988, la NES de Nintendo a un socle de clients de 9,4 millions à travers les États-Unis. La console japonaise grise et noire est la reine du marché. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de concurrence.
Le premier concurrent digne de ce nom était Sega. La guerre a commencé entre Sega et Nintendo avec la concurrence entre la Sega Master System et la NES. On était très fidèles à la marque. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, si j'allais jouer à la Sega Master System dans un magasin, c'était comme si je trahissais la NES. J'avais l'impression d'être un traître, je me sentais super mal et je courais retrouver ma Nintendo. Mais la Sega Master System ne va se vendre au final qu'à 2 millions d'unités et prendre seulement 11% du marché des jeux vidéo. Les problèmes de Nintendo ne sont pas tant la concurrence que les batailles juridiques. L'un des conflits les plus sérieux oppose Nintendo à Tengen. Il fallait obtenir pour son jeu une licence de Nintendo, lui payer une redevance pour le fabriquer et laisser à Nintendo la fabrication des cartouches du jeu. Et Tengen, qui était une ramification d'Atari, fabriquait des jeux sans licence pour la NES. Ils ont conclu qu'ils pouvaient contourner le système de licence qu'on avait mis en place et fabriquer leurs propres jeux pour jouer sur la Nintendo sans licence. On est allé devant la justice et toutes les plaintes déposées par Nintendo ont obtenu gain de cause. Je crois que ça a été la première et dernière fois qu'une société a tenté de contourner le copyright et les brevets qui portaient sur la Nintendo Entertainment System, ou le système de licence en place. Certains éditeurs de jeux se plaignent de la sévérité des contrôles instaurés par Nintendo. Mais en 1990, l'entreprise détient 80% du marché et les éditeurs qui veulent une part du gâteau sont forcés de se conformer à ces règles du jeu. Nintendo avait des pratiques économiques plutôt agressives. Ils empêchaient les éditeurs de jeux de sortir plus de 2 ou 3 jeux par an. Faire approuver un jeu destiné à la NES par Nintendo était une tâche assez difficile parfois. Au début, quand vous vouliez fabriquer un produit, Nintendo imposait même la date de sortie du jeu. Les contrôles auxquels il fallait se soumettre étaient hallucinants et ils étaient assez pinailleurs sur beaucoup de choses. La politique stricte de Nintendo suscite une enquête de la Commission de régulation de la concurrence américaine, la FTC. L'affaire se réglera finalement en dehors des tribunaux. Par la suite, Nintendo poursuit en justice la société Camerica qui met sur le marché le Game Genie. Mais cette fois-ci, cependant, Nintendo perd le procès. Le Game Genie permettait de tricher. Avec ça, je pouvais arriver où je voulais, obtenir un nombre infini de vies et enchaîner tout le jeu jusqu'à la fin. Ça n'a évidemment pas plu à Nintendo parce qu'on pouvait louer un jeu et le faire en entier. En 1991, des jeux comme Super Mario Bros. 3 et Shadowgate font connaître à la NES son apogée. Nintendo détient alors 90% du marché américain des jeux vidéo. Du magazine officiel Nintendo aux accessoires de jeux et jouets Nintendo, en passant même par les céréales Nintendo, l'invasion est complète. Nintendo m'a accompagné pendant toute ma jeunesse. À l'école, on me surnommait Nintendo Boy. Je mangeais des céréales Nintendo, j'étais tellement obsédé par le magazine Nintendo que c'est un miracle que je n'ai pas eu plus de problèmes. Il y avait un magazine mensuel qui vous donnait des astuces, qui informait sur les sorties des prochains jeux et vous vous sentiez vraiment un joueur. J'avais des t-shirts de jeux vidéo. J'avais un écusson qui disait « J'ai sauvé la princesse et j'ai même mon Power Glove et je peux jouer au Mike Tyson Punch-Out avec ». Mais par la suite, la NES doit faire place à de nouveaux systèmes plus puissants. La NES devait évoluer en quelque chose de plus puissant. Sega est arrivé avec Genesis, une machine 16 bits. D'un coup, il y avait plus de couleurs, une animation plus réaliste, des cheveux qui avaient l'air vrais et plein de jeux d'un genre différent de ceux de la NES. La technologie a fini par évoluer et on se dirigeait vers une Super NES et des processeurs 16 bits avec un bond en termes de graphisme et de jeu. Je pense que c'était inévitable, ça devait arriver. C'était, je crois, le commencement du cycle qu'on voit aujourd'hui où la technologie et les systèmes se renouvellent presque tous les ans.
Avec le temps, les consoles de jeux deviennent de plus en plus puissantes, mais quoi que nous réserve l'avenir, l'impact de la NES sur l'univers du jeu ne disparaîtra jamais. Si vous regardez en arrière, on a tous grandi avec la NES. Elle avait tous les bons jeux et elle a instauré toutes ces énormes franchises. La NES a fait renaître le jeu vidéo. Elle l'a rendu très populaire. Elle a vraiment transcendé les continents. Elle était aussi populaire au Japon qu'aux États-Unis ou en Europe. Ça n'était pas arrivé depuis l'ère de la console Atari. La NES a démoli l'idée que l'engouement pour le jeu vidéo n'était qu'une passade et que c'était du passé. Je crois que le secteur des jeux vidéo ne serait pas là où il en est aujourd'hui sans la Nintendo Entertainment System. Quand on y pense, pour toute une génération de joueurs, tout a commencé avec la NES. Pour moi, il ne fait aucun doute que si la NES n'avait pas été un succès commercial, l'industrie du jeu vidéo ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était le documentaire spécial sur l'histoire de la Nintendo Entertainment System.